Salut à tous et bienvenue sur Elevated, comment ça va? Vous trouvez pas qu'on vit dans un monde qui va trop vite et qui fait peur? Les élections, les JO à Paris, le film Sous la Seine, les IA qui vont détruire le monde, les lives NPC, c'est la folie tout ça, non? Ça vous dirait pas qu'on se réfugie dans la douceur et le confort de la nostalgie? Attendez, j'ai fait du chocolat chaud, on va se poser devant un petit dessin animé sur une VHS, ça vous dit? Quand ils l'ont trouvé, il était trop tard. La lune allait se lever. Ils sentaient déjà l'odeur du sang. L'odeur du sang. Ah peut-être pas en fait. Perso j'adore regarder des VHS, encore aujourd'hui, ça me ramène tout de suite à quand j'étais enfant et que je me mettais des cassettes en boucle, des dessins animés, des Disney que j'avais dans la bibliothèque de chez mes parents. Tout était simple et sécurisant. Alors quand un genre horrifique utilise cette nostalgie et ces beaux souvenirs contre moi pour ruiner mon enfance, eh ben j'adore. Aujourd'hui on parle d'un sous-genre horrifique au relent de magnétoscope poussiéreux et d'anciens jeux McDo abandonnés, avec Ronald le clown qui foutait les jetons à tout le monde là. Je veux bien sûr parler d'Analogue Horror. Alors il y a peut-être certains d'entre vous qui savent déjà ce que c'est que l'analogue horror, mais pour les autres, l'analogue horror est un sous-genre de l'horreur majoritairement présent sur internet, ça on y reviendra, qui utilise une imagerie directement liée à la technologie analogique. Quand on dit analogique, c'est par opposition à la technologie numérique. La plupart du temps ça joue avec l'aspect VHS, le son et l'image distordue d'une vieille bande, tout ça quoi. Ça peut être du found footage, d'ailleurs c'est l'utilisation la plus évidente qui vient en tête, mais ça peut aussi prendre beaucoup d'autres formes. Des journaux télévisés, publicités, cassettes informatives, caméras de sécurité, bref, tout ce que quiconque de mon âge ou plus vieux a déjà vu sur une VHS. En fait, l'analogue horror, ça peut prendre toutes les formes que ça veut tant que ça respecte un certain cadre. Pour schématiser, une image vieillie de mauvaise qualité, des visuels qui renvoient aux années 80-90, ou même avant, et une histoire plus ou moins cryptique racontée de façon plus ou moins morcelée. D'ailleurs, ça peut tout à fait être de l'audio, comme le podcast Archive 81, vous comprenez l'idée. Et en termes d'influence, c'est un peu comme si le found footage avait fait un bébé avec les creepypastas. Les creepypastas, c'est les légendes urbaines d'internet. Un horrible bébé difforme et terrifiant. Un bébé qui sera surtout très populaire sur internet. Ouais, l'analogue horror, c'est présent en quantité indigeste sur YouTube et sur internet en général. Et c'est à travers des séries de vidéos sur notre plateforme préférée que le genre a connu ses grands moments. En fait, c'est logique qu'il y ait plus d'analogue horror sur internet parce que dans l'ADN du truc, genre, ils ont pas de thunes en fait. Et du coup, vu qu'ils ont zéro thune, les créateurs, ils sont obligés d'être créatifs et d'apporter de nouveaux moyens d'avoir peur. Les créateurs doivent être créatifs, j'ai dit. Oui, mais il y en a qui sont pas créatifs. C'est vrai que tous les créateurs ne sont pas créatifs. Mais on commence aussi à en voir des traces au cinéma, dans les salles de cinéma, dans les vrais films d'horreur quoi. Comme par exemple dans Late Night with the Devil, qui incorpore certains éléments d'analogue horror dans le film. D'ailleurs, allez voir Late Night with the Devil si vous en avez l'occasion, parce que c'est franchement cool comme film, c'était une super bonne surprise. On peut aussi citer la saga des VHS avec son format, et son nom, qui nous replonge dans les bandes analogiques de l'enfer. Même si en l'occurrence la saga VHS a commencé en 2012, la grosse époque analogue horror c'était plus autour de 2016, et la saga VHS est encore en train de sortir des nouveaux films, il y en a un qui sortira dans pas très longtemps. On peut dire un peu que la saga VHS et que l'analogue horror centre influence à ce stade-là. Et surtout on peut pas ne pas citer Skinamarink, ou The House en français. The House. J'ai déjà parlé des titres français pourris dans la précédente vidéo, je vais pas en parler à chaque fois. Skinamarink à la base c'est le début d'une comptine pour enfants. Ils auraient pu faire, je sais pas, quelque chose, tu vois, enfin... Pour le coup, Skinamarink fait le pari de respecter le format de l'analogue horror sur la durée d'un long métrage, donc 1h30 à peu près, je sais plus combien de temps il dure exactement le film. Et c'est risqué, parce que dans l'analogue horror, il y a cette notion de narration relativement lente. Pas ou peu de jumpscares, c'est assez cryptique et c'est une histoire d'ambiance. Sur des courtes vidéos ça va, mais sur 1h30 de durée de film, faut s'accrocher quand même. Alors moi personnellement j'ai adoré le film, mais c'est typiquement le genre de truc qui va soit vous laisser sur le côté, soit vous embarquer avec. Moi ça m'a embarqué. Moi j'ai pas aimé, je me suis ennuyée. Dites-moi en commentaire dans quelle équipe vous êtes. Et le fait d'en voir des traces au cinéma de plus en plus, ça prouve bien que le genre est devenu extra populaire, et même au-delà des frontières d'internet. D'ailleurs comme tous les genres qui sont devenus populaires et ultra codifiés, l'analogue horror aussi a droit à son lot de parodies. Par exemple avec la vidéo Every Analogue Horror Video. And if you sign up for our email club, you'll save 15% off. Était uploadé par Local69 TV. Vous comprendrez la blague assez vite. Enfin bref, l'analogue horror, c'est bien gentil d'en parler, mais pourquoi ça fonctionne? Eh ben ça fonctionne pas toujours. Merci à tous. En fait, ça fonctionne pour plusieurs raisons. C'est une esthétique qui nous ramène des années en arrière, qui nous ramène en enfance. Et du coup, c'est le contexte idéal pour ajouter des éléments horrifiques et pour nous sortir de cette fausse zone de confort. Et du coup, le décalage peut créer du malaise et même nous plonger dans des peurs d'enfance qui pour le coup étaient moins réalistes, mais plus primitives. Et puis comme je disais, c'est un sous-genre qui joue beaucoup sur le hors-champ, le suggéré, l'audio. Donc si c'est bien fait et que ça gratte la bonne partie de ton cerveau malade d'assoiffé de sang,
t'es parti pour bien kiffer. Bref, je suis pas parti pour faire une analyse en profondeur de pourquoi l'analogue horror ça fait peur. Peut-être que je le ferai un jour. Non, ça va être chiant. Mais en tout cas, le genre est assez efficace pour avoir marqué les esprits avec des séries que vous connaissez peut-être sans même en avoir vu un seul épisode. Notamment 2 séries en particulier. Et vu que vous êtes déjà tous abonnés à Feldup ou Al236, je vais passer assez rapidement sur ces 2 gros phénomènes d'internet. Les séries, pas Al236 et Feldup. Ah si, un peu quand même, hein. Oui, mais je passe pas vite dessus, je prends mon temps. J'espère qu'il ne regarde pas. Au pire, c'est une blague, évidemment, c'est une blague. J'adore ce que vous faites. Do not be afraid, my dear shepherds. I have great news. The Mandela Catalogue raconte l'invasion d'entités qui tuent et imitent les êtres humains dans le comté de Mandela aux États-Unis. En gros, quoi. Je vais pas vous raconter toute l'histoire parce qu'elle est un peu compliquée à raconter comme ça pourrait faire le sujet d'une vidéo en entier, et de toute façon je crois que Feldup a déjà fait cette vidéo. La série a eu un succès de ouf, et ça a donné 4 épisodes ou volumes. L'histoire est racontée à travers des dessins animés pervertis, des extraits de conversations téléphoniques, des vidéos d'instruction, de la 3D et même du live action. Alex Kister, le jeune créateur de la série, raconte aussi l'histoire d'une religion chrétienne qui n'est pas ce qu'elle prétend être, à grands coups de démons et de faux prophètes. Bref, The Mandela Catalogue, personnellement c'est pas ma série d'analogue horror préférée, loin de là, mais je peux que reconnaître le talent monstrueux et le taf incroyable qu'a fait Alex Kister sur la série. Le type a commencé la série quand il avait 18 ans avec son iPhone et il a réussi à créer un truc qui est vachement fédérateur et qui est vachement genre emblématique de l'analogue horror. C'est même pas la première série, c'est pas un nouveau truc qu'il a créé, mais respect quand même. Deuxième série très connue dont je voulais parler, peut-être la plus connue, c'est la série des Backrooms. Les Backrooms, c'est un espace dimensionnel parallèle au nôtre qu'on peut rejoindre si on no-clip en dehors de la réalité qu'on connaît. Le no-clip, c'est quand tu traverses les murs dans les jeux vidéo. En gros, à ce moment-là, on se retrouve bloqué dans un dédale infini de bureaux vides aux murs jaunâtres et à la lumière vacillante. Et comble du bonheur, les backrooms sont habités par tout un tas d'entités de créatures qui vous veulent du mal. Les backrooms, c'est tout un univers étendu avec des niveaux, des monstres, enfin c'est un genre de RPG d'internet quoi. Même si ça ressemble plus à un genre de suite bizarre de la fondation SCP. Plus à ça qu'à un truc vraiment nouveau en tout cas. Mais ce dont je parle, c'est pas du concept des backrooms, mais bien de la série YouTube Backroom réalisée par Kane Pixel. Donc je vais vous parler vite fait du premier épisode pour que vous voyez un peu mieux de quoi je veux causer. On suit globalement un jeune qui tourne ce qui a clairement l'aide d'être le prochain SS Rajamouli, quand il tombe et se retrouve dans les backrooms. Il explore, il flippe, il se fait repérer par un monstre et finit par no-clip back to reality dans le ciel et fait donc une chute mortelle. En vrai le concept est cool et joue à fond la carte des espaces liminaux. Les espaces liminaux c'est ces espaces qui sont supposés être des lieux de passage ou d'activité. Bref, des lieux pleins de vie, mais qui là sont vides. Ça procure un sentiment bizarre de nostalgie, comme si on avait déjà visité ces endroits. Et aussi un sentiment d'étrangeté et d'inconfort. Bref, ça fait bader sans qu'on sache trop pourquoi. Et les backrooms c'est ça, c'est juste un espace de bureau vide qu'on aurait pu connaître, mais son vide abyssal et son agencement impossible, ça rend tout de suite l'endroit hostile. Donc c'est plutôt cool. Et encore une fois, tout a été fait avec 0 sur un logiciel de 3D, donc bravo. Je trouve la série réussie, mais c'est pas non plus ce qui me fait le plus vibrer. Mais bon, ça va 5 minutes de vous parler de trucs super connus que moi j'aime pas trop, chose que je fais un petit peu trop souvent sur cette chaîne, j'ai l'impression. Et d'ailleurs, pour compenser, je vais vous parler de mes 5 séries d'analogue horror préférées au monde. À moi. Oui. 5 séries assez différentes les unes des autres, même si elles ont un certain nombre de points communs qui font que je les aime toutes. 5 séries que je vous recommande chaudement si vous voulez explorer le sous-genre de l'analogue horror ou le découvrir. On sait jamais. Enfin voilà quoi, mon top 5, vous avez compris. Petit disclaimer, je vais parler rapidement de ces 5 séries, je vais pas vous spoiler l'histoire parce que j'ai envie que vous alliez les découvrir par vous-même, mais si jamais vous voulez une analyse plus en profondeur d'une de ces séries ou d'autres choses, dites-le moi en commentaire. Évidemment. Une des séries les plus importantes pour commencer dans l'analogue horror, parce que la série qui lui a donné ses lettres de noblesse, Local 58. Local 58 a été créé par Chris Straub en 2015. Chris Straub, c'est l'auteur de la célèbre creepypasta Candle Cove. Vous la connaissez peut-être, et si vous ne la connaissez pas, on va en parler 2 petites minutes avant de se lancer sur Local 58, parce qu'il y a un lien. Du coup, Candle Cove, c'est une creepypasta super connue, qui met en gros en scène des personnages sur un forum qui se souviennent d'une émission qu'ils regardaient quand ils étaient petits, dans les années 70. Dans cette émission, Janice, une petite fille, s'imagine être amie avec des marionnettes de pirates. Et au fur et à mesure que l'histoire avance, les personnages se rappellent de plus en plus de détails étranges et effrayants à propos de cette émission.
d'émissions pour enfants. Déjà t'avais un des pirates marionnettes de l'émission qui s'appelait Pirate Percy qui était apparemment super flippant. Il avait une tête en porcelaine et son corps était fabriqué à partir de bouts d'autres poupées. En plus de ça, le show était bizarrement rythmé et le manque de budget dans les décors rendait le tout étrange et terrifiant. Mais le plus flippant, c'était le méchant de l'émission, un certain Skin Talker. C'était un genre de squelette accroché à des fils qui portait un chapeau fait en peau d'enfant cousu. Pas un ancien du Troisième Reich, je suis... Je vous la fais courte, les descriptions et les réminiscences d'épisodes bien trop cursed pour des enfants s'accumulent, jusqu'à ce qu'un des participants à la conversation décide d'aller demander à sa vieille mère. Il va lui demander si elle se souvenait de l'émission. Ce à quoi elle lui répond qu'à chaque fois qu'il disait regarder Candle Cove, il s'asseyait devant le statique de la télé pendant 30 minutes. Mais alors, tout ceci était un rêve ? Bon, en vrai, vous avez bien compris que c'est une creepypasta, tout ce qui est de plus basique. Y a rien de révolutionnaire, mais c'est quand même toujours cool et efficace à relire, mais je vous le conseille. Mais du coup, c'est quoi le rapport avec la série ? Le rapport, c'est que les enfants regardaient Candle Cove dans l'histoire, vous suivez, sur la chaîne 58, Local 58. C'est léger comme rapport, j'avais envie de parler de Candle Cove, ok ? Bref, revenons à la série. Alors de quoi ça parle, la série Local 58 ? Déjà, on suit l'histoire à travers des transmissions TV diffusées sur la chaîne Local 58. Jusque-là, logique. Le genre de transmission classique qui t'indique les programmes à venir dans la soirée. Sauf que la chaîne de télé locale semble se faire hacker par quelqu'un Ou quelque chose ? qui en profite pour diffuser des messages et des vidéos pour le moins inquiétants. Par exemple, dans le premier épisode, la présentation des programmes est interrompue par une vidéo dashcam. La voiture suit l'itinéraire du GPS et s'éloigne de plus en plus des grandes routes, lampadaires et autres environnements sécurisants, pour s'enfoncer dans le trou du cul du monde jusqu'à se retrouver sur une petite route en terre au milieu des bois. Et pendant ce temps, le GPS répète régulièrement You are on the fastest available route. ce qui peut se traduire par vous êtes sur la route la plus rapide. C'est le titre de l'épisode. Au bout d'un moment sur la route, le GPS dit In 300 feet, turn off your headlights. c'est bizarre pour un GPS de dire un truc comme ça. Le type s'arrête, éteint ses phares et il se passe ça. Rerouting. Make a U-turn. Your destination is behind you. Reroute. Et encore, c'est que le premier épisode. L'armée américaine qui transmet l'ordre à tout le pays de se suicider et de tuer leurs enfants et leurs animaux, la lune qu'il ne faut pas regarder sous peine de devenir fou, et un genre de créature très Lovecraftienne, très Cthulhuesque qui vit dans la lune en attendant de s'abattre sur l'humanité pour la servir. Local 58, c'est tout ça et bien plus encore. Rejoignez-nous. Au niveau de la forme, ça a beau suivre un schéma qui est tout le temps même en fait, et ben on s'emmerde pas parce que les transmissions prennent toujours une forme plus ou moins différente. De l'animation, du live action, des montages type vidéo de développement personnel, c'est cohérent mais c'est pas répétitif. Évidemment l'histoire est bien plus complexe que ce que je vous ai dit, je ne vous spoile rien, ça mériterait vraiment une vidéo entière sur le sujet, mais c'est un peu le cas de tout ce dont on va parler aujourd'hui et c'est pas le but de cette vidéo. Voilà, allez voir la série si c'est pas déjà fait, mais vu qu'il y a beaucoup de vues sur les vidéos, j'imagine que vous avez peut-être déjà vu la série et que vous aviez envie qu'on passe à autre chose, donc passons à autre chose. Monument Mythos, créé par Alex Casanas en 2020. Alors là les gars, c'est un gros morceau et c'est très difficile à résumer. Je parlais d'histoires morcelées et racontées de façon cryptique en intro, bah là c'est le truc. La série d'Analogue Horror racontée de façon cryptique et morcelée. C'est un bordel à comprendre mais c'est super cool, vous allez voir. En gros, Monument Mythos, c'est une série d'Uchronie, donc d'histoires alternatives, dans laquelle le gouvernement cache de grosses créatures dimensionnelles dans les monuments américains et les nourrit avec des êtres humains. On s'accroche, c'est pas fini. Dans cette réalité, James Dean est vivant et président des États-Unis. Alcatraz est un genre de grosse créature vivante et la Statue de la Liberté est un espèce d'abattoir à humains qui récolte du sang. Je crois. Pour le coup, l'histoire est vraiment compliquée et la série est longue. La saison 1 contient 13 épisodes et la saison 2 12 épisodes, à durée variable, ça peut aller de 2 à 18 minutes. Et il y a une suite à la série qui s'appelle The Nixonverse parce qu'il y a deux dimensions différentes, l'une dans laquelle Nixon est président, l'une dans laquelle James Dean est président. Mais l'histoire a beau être compliquée et farfelue, c'est quand même super prenant. Et ça marche parce qu'il y a aussi ce côté complotiste chelou à la X-Files qui est super bien amené. Le gouvernement qui cache des choses, d'anciennes victimes qui essayent d'exposer les agissements du gouvernement. En fait, c'est vraiment un délire complotiste de fou quoi. En vrai, la meilleure façon de décrire la série, c'est de dire que c'est un thriller horrifique complotiste en Analogue Horror. Putain, moi qui pensais que le métal avait des sous-genres bizarres. Aussi, un gros point fort de la série, c'est son voice acting de qualité. Il y a pas mal de comédiens qui viennent faire des voix et franchement, ça marche bien. She's only dormant now and will awaken again.
La série arrive vachement bien à donner l'impression qu'on regarde une collection de documents qui a pour but de faire tomber le gouvernement. Et ça c'est bien. On se fait un petit apéro avec le premier épisode si ça vous va. Dans le premier épisode qui s'appelle Liberty Lurker, on a droit à un témoignage audio de 1889 de Frédéric Auguste Bartholdi, qui est l'artiste qui a conçu la Statue de la Liberté. Il raconte que le président américain Grant demandait plein de modifications sur le piédestal de la statue et le demandait de plus en plus grand. Après ça, on nous montre un schéma de la fameuse statue, qui nous montre tout un mécanisme à l'intérieur et des espaces assez curieux. C'est bizarre que ce soit dans une statue quoi. Comme par exemple un espace de stockage des déchets, un système de vidange et un système de roulement, comme si la Statue de la Liberté devait se déplacer. Ensuite, on a droit à un autre témoignage audio, cette fois d'une fille d'immigrés italienne. Elle nous apprend que l'odeur autour de Ellis Island, qui est l'île sur laquelle se trouve la Statue de la Liberté et par laquelle passaient les immigrés italiens jusque dans les années 50 à peu près, et bah Ellis Island apparemment puait sa mère. Enfin, elle dégageait une forte odeur de putréfaction. Elle décrit aussi avoir vu par la fenêtre de sa chambre des files entières de personnes être guidées dans la Statue de la Liberté par des militaires sans jamais en sortir. Je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Le gouvernement américain qui envoie des centaines et des centaines de personnes dans une statue qui le lendemain sent littéralement la mort. Et pour terminer en beauté, on finit sur ça. C'est sympa, non? Le boulot sur cette série est tout simplement monstrueux et c'est franchement impressionnant que ce soit gratos sur internet. Donc s'il vous plaît, foncez voir Monument Mythos. Et si vous l'avez vu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et oui, on commence à prendre le coup du youtubeur. Vous êtes 1000, c'est cool, bienvenue. Ça, j'ai beaucoup hésité à vraiment en parler, ou à pas en parler. Parce qu'en fait, j'aime bien, mais j'aime pas. Super clair comme intro c'est super clair. The Walton Files, c'est une série créée par Martin Walls, et c'est très inspiré de Five Nights at Freddy's. Les enfants morts, les pizzerias avec des animatroniques possédés, les jumpscares, l'univers 80s, c'est la même chose! Tu t'emportes. Un peu. Mais j'en ai marre de Five Nights at Freddy's, j'en peux plus. Personnellement, je suis pas un grand fan de créer quelque chose qui est aussi proche d'un univers déjà existant. Ça ressemble plus à de la fanfiction, et perso, c'est pas mon délire. Il faut reconnaître que là encore, il y a énormément de travail qui a été mis sur la série. La série compte 4 épisodes, dont un de quasiment 1 heure. Et là, encore une fois, on a de l'animation, on a de la 3D, et on a aussi un genre de gameplay. L'histoire, même si elle est très similaire à celle de Five Nights at Freddy's, elle est quand même un peu différente. On peut dire qu'il utilise Five Nights at Freddy's pour faire un peu son truc. Et en plus des épisodes canons de la série, ceux qui racontent directement l'histoire, Walls a créé plein de contenu pour étayer l'univers. Des fausses pubs pour le restaurant, des cartoons, des musiques, des animatroniques de la série en album. C'est vraiment cool d'un point de vue de la création d'univers. Même si au fond ça reste un peu le cousin alcoolique de Five Nights at Freddy's quoi. D'un côté t'as Freddy's Pizza, là c'est Bon's Burgers, t'as un lapin à la place de l'ours, un mouton à la place du lapin. Il se fout un peu de notre gueule quoi, c'est vraiment 4 nuits chez Fredo quoi. Bref, si vous êtes grand fan de Five Nights at Freddy's et que vous avez été déçu du film, ce qui visiblement est pas le cas vu les scores qu'a fait le film, et ça me surprendra toujours. C'est parce que t'es trop vieux. Et bien dans ce cas vous pouvez vous tourner vers The Walton Files, c'est quand même beaucoup mieux que le film. Ou si le côté contrefaçon congaise vous dérange trop, vous pouvez aussi regarder la série Analog Horror de Squimplus McGrimpus qui pour le coup fait complètement du Five Nights at Freddy's et essaye même pas de raconter une autre histoire. Ça reste plutôt cool. Aussi je cache ça la rapidos, mais The Walton Files a été une énorme influence pour Alex Kister et la création de The Mandela Catalogue. Voilà, maintenant vous faites ce que vous voulez de cette info. Et on passe à la 4ème série. Greylock, c'est la série la plus récente dont je vais parler dans cette vidéo, et il me semble même qu'elle est encore en cours aujourd'hui. Elle a été créée par le youtubeur Rob Gavagan, ex Rob Dyke. Il a changé son nom pour des raison évidente de pas de chance. Et pour le coup, Greylock nous montre un peu ce que ça peut être une série d'analog horror en semi-indépendant. Parce qu'il y a quand même de la thune. Tu prends le genre, t'injectes plus d'argent, mais pas trop. T'engages des vrais comédiens, et tu mélanges un peu toutes les séries dont j'ai parlé là, et vous avez Greylock. L'histoire de Greylock tourne autour d'événements étranges et d'attaques dans la région autour du mont Greylock, qui est une vraie montagne dans le Massachusetts. Ouh, du premier coup cette fois. Allez. Ouh. À Greenville dans le Massachusetts. Pourquoi est-ce que cet état est aussi compliqué à prononcer? Et à Greenville dans le Massachusetts. Très vite, il est question de métamorphoses horribles qui créent des créatures, de magouilles de grosses sociétés pour exploiter une énergie étrange dans la montagne, et de bébés qui disparaissent du ventre de leur maman. Littéralement, l'écran glitch et le bébé est disparu.
T'as encore d'autres trucs et il y a plus de bébé. Ça me fait beaucoup rire que le bébé disparaisse d'un coup. Je sais pas pourquoi, moi j'ai beaucoup rigolé à cette scène. Il a pris ses clics et ses claques. Et il s'est cassé, tu vois. D'un point de vue de la forme aussi, c'est un peu une somme de tout ce qu'on connaît déjà. Interview, vidéo d'information, fan footage, presque rien de nouveau. Si ce n'est, comme j'ai dit, l'utilisation de vrais comédiens. Enfin, une utilisation réussie, parce que pour le coup, Mandela Catalogue aussi a passé le pas du live action. C'était pas Jojo. You know how it is. I'm sure you've seen the news. Je veux dire, sans déconner, ce type-là, c'est un sergent de la police expérimenté ou un chanteur de cover band de My Chemical Romance? Dans Greylock, on a aussi l'utilisation de la 3D. Et là, pour le coup, c'est pas toujours Jojo. J'aime bien dire Jojo. Bon, j'adore The Thing et je suis très content qu'il y ait une référence au film dans la série. Mais c'est moche. Mais ça reste un petit défaut parce que l'histoire est vraiment cool, que les formats sont variés et différents. Et en fait, c'est la série d'analogue horror la plus propre techniquement que j'ai vue, je pense. Ok, les concepts sont pas nouveaux, mais ils sont super bien exploités et c'est rare que ce soit aussi bien fait. On a vu qu'il y avait une référence à John Carpenter, mais toute l'histoire en elle-même est très Lovecraftienne. Ce qui revient beaucoup dans l'analogue horror, et c'est pas si étonnant que ça finalement. Je pense que l'analogue horror, c'est une des meilleures manières de mettre en scène une histoire Lovecraftienne sans vraiment se prendre un mur. Et encore une fois, j'ai volontairement pas dit grand chose sur l'histoire parce qu'elle mérite d'être découverte, mais on se met l'eau à la bouche avec le premier épisode. Dites bonjour à Don Wright. Bonjour, Don Wright. Un présentateur télé qui rappelle que les spectateurs ont été mis en garde contre des attaques d'un groupe d'individus qui agressaient les gens chez eux. Il ajoute que depuis les coupables ont été identifiés comme une milice anti-américaine. Classic shit. Mais rassurez-vous, certains coupables ont été arrêtés et comme le dit Don, life has been able to return back to normal, back to normal, back to normal, to normal, to normal, to normal. Et maintenant, on passe à ma série d'analogue horror préférée de tous les temps. Gemini Home Entertainment se présente sous la forme d'une série de VHS interactives de différentes natures. Par exemple des vidéos pour mettre en avant les capacités d'intelligence artificielle d'une société, des informations sur un camp de vacances, des guides de survie en pleine nature ou des explications de jeux pour occuper les enfants. Mais un peu comme dans Local 58, toutes les vidéos vont finir par prendre une tournure apocalyptique. Gemini Home Entertainment, c'est une histoire de body snatchers, de créatures venues du ciel pour envahir la Terre et décimer l'humanité. Et de transformations douloureuses et monstrueuse. Si John Carpenter avait fait une série d'analogue horror, ça serait Gemini Home Entertainment. Si Lovecraft avait fait de l'analogue horror, ce serait Gemini Home Entertainment. Putain que j'aime cette série. Grâce à une parfaite maîtrise de son format, Rémi Abbott, le créateur, raconte une histoire compréhensible au premier visionnage, mais bien plus profonde qu'elle n'y paraît. Ça fourmille d'éléments pour aller plus loin dans l'histoire sans jamais trahir son format, et ça c'est fort. La série est composée d'une saison de 15 épisodes appelée Box Set, comme une série de VHS. C'est génial. Et contrairement à Greylock, c'est fait avec zéro thune, et ça déchire. L'histoire est morcelée et cryptique, ça on commence à avoir l'habitude, mais c'est loin d'être le bordel, et on suit la série sans qu'elle soit trop compliquée à comprendre, ni qu'elle nous prenne trop par la main, ce qui est un équilibre très rare dans l'analogue horror. Dès le premier épisode, qui est un simple guide des animaux sauvages qu'on peut trouver dans le Minnesota, c'est incroyable. On nous présente d'abord le tétra des prairies, magnifique, avec quelques petites infos, on nous dit où on peut le trouver, c'est sympa. Oh tiens, dans un autre comté, on peut trouver la chevêche des terriers. Ça a l'air d'être un genre de chouette, c'est mignon. Et... ah, la musique s'arrête. Et maintenant, fini les bébêtes toutes mignonnes, on nous présente le Woodcrawler. Il y a encore de l'espoir. Bon, là ça pue un peu, faut l'avouer. Mais attendons de voir ce qui se passe. La suite de la vidéo est en fan footage et nous montre des personnes à l'intérieur d'une maison que le monteur qualifie de fausses personnes. Putain, j'adore ce truc. Et c'est que le premier épisode. La suite de la série, c'est banger sur banger sur banger.
Dites-vous qu'il y a un épisode qui présente un jeu vidéo qui s'appelle Lethal Omen et dont l'histoire fait écho à l'histoire qu'on nous raconte dans la série. La vidéo est flippante, le lore est complètement dingue et le jeu existe en vrai. Genre vous pouvez le télécharger dans la description et y jouer. Ça existe pour de vrai pour nous. Et ça vous donne des éléments en plus sur l'histoire de Gemini. C'est génial. Alors oui, je suis ce qu'on peut communément appeler un Yankee pour ce genre de conneries. Une série à zéro budget de SF horrifique qui parle de body snatcher et de menaces cosmiques insondables Lovecraftiennes, mais putain, mais dans mes veines je le prends ça. Et l'attention portée à chaque détail, la variété des vidéos, la musique. La musique joue un rôle crucial dans Gemini Home Entertainment. Au début, on est doucement bercé par ces sons nostalgiques qui nous ramènent un petit peu à ces musiques de publicité sur les cassettes avant les dessins animés, genre de musique d'ascenseur très 80s. Et à un moment, la musique s'arrête et là, à coup sûr, c'est la merde. À chaque fois ça fonctionne, à chaque fois l'angoisse arrive. Je pense que c'est la série qui cristallise le plus ce que j'aime dans l'analogue horror et ça va me permettre d'embrayer sur la conclusion. La série arrive parfaitement à vous mettre dans cet état de fausse sécurité pour mieux vous montrer à quel point la menace est grande, puissante et incontournable. Et passer aussi vite de l'un à l'autre, c'est vertigineux. Foncez voir Gemini Home Entertainment, bordel de merde. En plus de la box set Gemini Home Entertainment, il y a une autre saison qui prend un peu une autre forme et qui va plus loin dans l'histoire et dans le lore de Gemini Home Entertainment. Et franchement, j'espère que ça va continuer parce que c'est tout aussi bien maîtrisé et que c'est trop bien. Pour moi, la meilleure série d'analogue horror, tout confondu, c'est ce qui se fait de mieux sur internet. Donc encore une fois, foncez le voir. C'est tout ce que je peux dire. Et bah je crois qu'on a fait le tour, avec ça vous avez déjà quelques bonnes heures d'angoisse devant vous. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, ça m'a fait super plaisir de parler de l'analogue horror et de parler de trucs qui me plaisaient pour une fois, au lieu de parler de trucs que j'aime pas, genre les gens qui tuent d'autres gens, ça c'est pas ouf. Vous êtes déjà 1000 sur la chaîne, ce qui pour nous est beaucoup, merci d'être là. On a encore quelques vidéos qui vont sortir cet été, on vous laisse pas complètement dans la merde. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si elle vous a plu, la partager ce serait incroyable, laissez un commentaire, on adore toujours vous lire, et vous pouvez aussi vous abonner à nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, tout ça. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Non mais en vrai, tu fais de l'analogue horror, genre tu fais ça chez toi sur ton truc de montage, ensuite tu le transfères sur des cassettes et tu les vends à des gens, tu sais, mais genre à des brocantes, tu vois. Et tu fais des trucs ultra creepy, ultra badants, tu les vends à des brocantes, comme ça les gens ils sont là, ils pensent que c'est fourmis en cassette, tu vois, genre ils se retrouvent avec un truc absolument affreux.